Ravi de vous accueillir ici. Alors non, on a 169 inscrits, donc ça fait quand même beaucoup. Et il y a toujours du déchet, et il y a plus d'une centaine à distance, et en théorie, une cinquantaine, soixantaine en présence. Donc on co-organise, moi j'anime le club entrepreneur de l'ESTP, et ces deux messieurs animent le club entrepreneur de Dauphine. Donc on a fait une soirée sur le terme reprendre, créer, se mettre à son compte, parce que c'est trois façons d'être entrepreneur, et c'est trois façons différentes d'être entrepreneur, surtout au début, qui ne nécessitent pas forcément les mêmes qualités, les mêmes implications et les mêmes soucis. Le STP et Dauphine font partie d'une méta-association qui s'appelle Grandes Écoles Entrepreneurs, qui regroupe 40 ou 42 grandes écoles, clubs. Et chaque cotisant à une des écoles peut assister aux manifestations des autres. Ce qui fait que vous pouvez avoir en général 2 ou 3 manifestations sur l'entrepreneuriat par semaine. Donc, si vous êtes intéressé, ça vous permet de regarder tous les sujets. Tout ça est sur une page LinkedIn qui s'appelle G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs. Voilà. Donc on est dans une réunion un petit peu atypique, puisque d'habitude les animateurs ne jouent que les messieurs loyaux. Et ici, nous sommes aussi des témoins, puisque nous-mêmes sommes entrepreneurs et que moi, j'ai créé FM Finance et Développement au début associé avec mon épouse, puis maintenant nous sommes 6, donc on est passé de un peu se mettre à son compte à la PME. Très bien, enchanté. Moi, Laurent Blanchet, je suis expert comptable entrepreneur. Pourquoi entrepreneur? C'est qu'en fait, j'ai commencé par, on a travaillé dans la même société avec Luc au début, un grand cabinet d'audit, et après j'ai créé un certain nombre de sociétés. J'étais aussi directeur financier dans des grands groupes, et je me suis remis, on va dire, à mon compte en créant mon cabinet d'expertise comptable il y a 5 ans. Et on veut avoir une approche assez innovante d'accompagner les sociétés d'un point de vue comptabilité et finance. Donc on essaye aussi, et j'aime bien, de reproduire un business model un peu nouveau. C'est ce qui m'amuse dans ces interactions. Et moi, donc Arthur Maître, je co-anime le club Dauphine entrepreneur avec Laurent depuis moi, ça fait 3-4 ans. Moi, j'ai été salarié pendant 10 ans de Culture Patrimoine, une boîte de conseil en gestion de patrimoine, sous forme d'honoraires de conseil. Et l'année dernière, je suis passé dirigeant de l'entreprise et je reprends progressivement des parts de l'entreprise, donc bien dans le thème aussi d'aujourd'hui, sur le switch. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, après Dauphine, je suis enseignant également à Dauphine sur des sujets de conseils patrimoniaux aux chefs d'entreprise, donc bien dans le thème également de ce soir. Donc, voilà. Alors, on a fait une école d'ingénieur et une école plus de finance, mais on n'a que des financements. Alors, pour introduire le débat, on a une petite présentation d'une dizaine de minutes sur qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre et c'est quoi le contexte. Pour un peu bousculer finalement les idées reçues. Donc, quelques réflexions sur l'entrepreneur. C'est un gars qui a la lumière allumée, en général. Alors, on a commencé par les définitions. L'entrepreneur est un porteur de projet comptable des risques et des revenus de cette entreprise. Il est comptable, donc ça tombe bien, on en a là. Les risques, donc on sent que c'est pas forcément... On ne signe pas que pour le bonheur. Schumpeter a dit « L'entrepreneur est un homme dont les horizons économiques sont vastes et dont l'énergie est suffisante pour bousculer la propension à la routine et réaliser des innovations. À un moment ou à un autre, entrepreneur, c'est toujours essayer de faire quelque chose un peu différent, d'une manière ou d'une autre. » Le Larousse, on voit que c'est très français. Commencer à exécuter une action en général longue ou complexe. Donc là, on voit que quand on est dans le Larousse, c'est tout de suite pas le bonheur. Donc pour nous, en dehors de ces définitions qu'on trouve dans des choses sur Internet, c'est reprendre en général un entrepreneur, c'est créer, c'est-à-dire à partir de rien. Et donc, c'est pas uniquement être un dirigeant, mais être aussi un entrepreneur. Donc un bon dirigeant n'est pas nécessairement un bon entrepreneur, et un bon entrepreneur n'est pas nécessairement un bon dirigeant. Et c'est avoir une idée, la développer et en être le décideur ultime, quelles que soient les catégories dans lesquelles on se place, création, reprise ou
il irait se mettre à son compte. À la fin, on est le décideur ultime. C'est-à-dire quand on se retourne pour qu'il y ait un problème, pour savoir qui c'est qui va décider, c'est que tout le monde se retourne vers vous. Alors, ça, c'est des statistiques qui sont assez vieilles. C'est une étude qui avait été faite il y a une quinzaine d'années auprès d'entrepreneurs en disant « Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ?» Alors, 22% certainement, 35% probablement, 18% probablement pas et 25% certainement pas. On voit déjà que parmi ceux qui ont sauté le pas, il y en a 43% qui disent ben, finalement, tout bien réfléchi, je ne le ressauterai pas aujourd'hui. Alors cette étude, malheureusement, elle n'a pas été refaite. C'est assez commun en fait en France quand les résultats ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on attend, on ne pose plus la question. Alors la France Startup Nation, on en entend parler de partout. Ça c'est une étude qui est faite tous les ans par l'Ipsos sur l'esprit d'entreprise dans le monde. Donc ils vont dans une cinquantaine de pays mesurer l'esprit d'entreprise de la population en général. D'accord? Donc ils font un indice de l'esprit entrepreneurial et ils font une statistique sur ceux qui ont créé une activité, ceux qui y pensent et ceux qui n'y pensent pas. D'accord ? Donc vous voyez sur l'esprit entrepreneurial, là en France, on se situe plutôt en bas, hein, à gauche, c'est là où j'ai mis la petite flèche. Ok. Derrière nous, ou à peu près égal, il y a l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suède, et en dernier, il y a la Corée et le Japon. Là, au Japon, on n'a pas du tout l'esprit entrepreneurial. En tout cas, on ne l'a plus. Si on regarde ceux qui sont passés à l'action, d'accord, on voit que c'est dans des pays finalement qu'on pourrait considérer moins développés que nous, où les gens sont beaucoup plus entrepreneurs, puisque la moitié de la population est entrepreneur en Colombie, au Pérou, au Mexique, en Inde, 45% en Afrique du Sud, et en France, 16%. D'accord? Et 18% y pensent. Donc, Startup Nation, pas tellement. Ça, vous avez à droite, en fait, les colonnes de ce que c'était en 2018 et en 2020. D'accord? Donc, bon, ça augmente un petit peu en France, hein, mais mollement. Ça, c'est l'effet Macron qui devrait s'arrêter assez vite d'ailleurs. Donc voilà. Après, il y a eu un autre sondage, pareil en 2017, sur une étude sur l'envie d'entreprendre, et en disant, les gens qui ont envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? 32% les services à la personne, 27% le commerce et l'artisanat, 17% le tourisme, ouvrir une maison d'hôte, ou un hôtel, et 15% la restauration. Donc on voit que l'envie d'entreprendre en France se concentre en fait sur des métiers classiques. Et après, vous avez conseil et communication, Internet, etc. Et puis, quand on demande aux gens où est-ce que vous envisageriez d'entreprendre, c'est Provence, Alpes-Côte d'Azur, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France. Donc, en gros, l'entrepreneur veut faire des services à la personne, à la mer. C'est plutôt des endroits où on achèterait une maison de campagne, on voudrait reprendre ou créer une entreprise industrielle. Il n'y a pas grand monde qui veut aller dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Haut-Doubs ou à Saint-Étienne. Vous regardez, même pour Bonne-Franche-Comté, 3%, Hauts-de-France, 3%, puis il y a des régions qui ne sont même pas mentionnées. Ce n'est pas envisagé. Qui sont pourtant des régions de tradition entrepreneuriale. Alors, est-ce que les femmes sont bien traitées en tant qu'entrepreneurs? Là, en France, on est dans un pays où on pense qu'on est plutôt égalitaire, mais on finit quand même en queue de peloton. Puisque 26% des entrepreneurs, enfin des gens en France, pensent que les femmes sont bien traitées. D'ailleurs, on le voit bien, quand on fait une réunion sur l'entrepreneuriat, on n'a quand même pas beaucoup de femmes. Ici, il y en a quoi? 4, 5. Mais ils sont déjà en train d'entreprendre. Mais oui, mais là, voilà. Donc derrière nous, elles sont moins bien traitées en Corée du Sud et au Japon. Finalement, au Japon, c'est sûr que les femmes entrepreneurs, c'est quand même pas le truc, le must. Par contre, est-ce que l'environnement est propice? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement et les institutions ont créé un environnement favorable à l'entrepreneuriat? Et là, la France est dans le top des classements. D'accord? Donc, c'est un peu paradoxal, puisqu'on a des environnements les plus favorables, avec le moins de gens qui y vont.
tout ça aussi, c'est un sondage Ipsos. Alors, si vous cherchez sondage Ipsos entrepreneuriat, vous pouvez télécharger. Je ne vous ai pas mis toutes les sites parce que c'est assez copieux, mais je vous ai mis des éléments plutôt intéressants qui permettent de bien cadrer le fait que finalement, malgré ce qu'on dit, oui, les entrepreneurs sont aidés. Non, ils ont un peu de mal à y aller. Donc, on reste un pays, quand même, le salariat est vu comme le côté roi de façon de développer son activité et son patrimoine. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce que c'est que reprendre, ce que c'est que créer, et puis ce que c'est que se mettre à son compte. Reprendre, c'est transformer d'un bon dirigeant en un bon entrepreneur. En général, les repreneurs sont des gens qui ont au moins 40-45 ans, qui ont une 15 à 20-25 ans d'expérience, et qui cherchent à racheter une boîte. En général, ce sont des intellectuels qui acquièrent des entreprises à des autodidactes. Donc celui qui reçoit le chèque, c'est l'autodidacte, celui qui le fait, c'est le multidiplômé. D'accord ? Et en général, comme il ne peut pas le faire tout seul, il va chercher des partenaires et des banques, puisque lui, il a fait une belle carrière avec des salaires, fut-il confortable, alors que l'entrepreneur, il est parti de pas grand-chose, il est devenu plus riche. Donc les premiers sont naturellement des bons dirigeants et les seconds des beaux entrepreneurs. Et pour reprendre, c'est toujours devenir entrepreneur et c'est accepter de décider sur ce sur quoi on n'est pas compétent. Nous, c'est ce qu'on dit aux gens qui veulent être entrepreneurs. Vous aurez à décider de ce sur quoi vous n'êtes pas compétent, ce qui en entreprise vous est interdit. Si vous n'êtes pas compétent, vous êtes obligé d'avoir le gars compétent. D'accord ? Il y a un problème RH, vous devez aller voir la RH et surtout pas vous en occuper, etc. Là, il y a un problème RH, c'est à vous que ça retombe. Okay ? Et donc, le petit truc à 4 cases, c'est un petit peu l'entrepreneur, du coup, comme il doit décider de tout ce sur quoi il ne connaît rien, il doit aussi classifier les problèmes en disant, comme j'ai des journées que de 24 heures et que je dois me reposer et prendre des vacances, comment je m'occupe. Donc, il y a l'apparence initiale du problème, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème qui a l'air pas très important ou important, est-ce que c'est un problème qui va s'aggraver dans le temps ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen de clarifier les problèmes qui vous remontent et sur lesquels vous n'êtes pas compétent pour ne pas passer trop de temps à prendre des décisions. Donc si ce n'est pas important et que ça ne va pas augmenter, surtout, on ne s'en occupe pas. C'est carré bleu en bas à gauche. D'accord ? Si c'est un petit problème qui peut être important, il faut s'en occuper tout de suite avant que ça soit un gros problème. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le chuchotement. Et si c'est un gros problème qui peut devenir encore plus important, là, il faut mobiliser tout le monde pour arriver à le traiter. Donc ça, c'est aussi quelque chose dans lequel, dans l'entreprise, on n'a pas tellement l'habitude de faire. Ça, c'est pour voir un petit peu les qualités. Quand vous voulez reprendre une entreprise, le gars qui vous cède, il va vérifier que vous savez faire ça. Il s'en fout de votre CV, il s'en fout de votre diplôme, il va vérifier que vous êtes capable de traiter les bons problèmes au bon moment. On a accompagné la cession d'une entreprise qui faisait 100 millions de chiffre d'affaires, 1000 personnes en 2020, donc entre les deux confinements. C'était une entreprise qui s'appelle Eurofeu. Le dirigeant, il a dit un seul diplôme, le brevet de natation, et encore, je me suis arrêté à 25 mètres. Il a dit, il a commencé à vendre des extincteurs dans le coffre de sa R5. Okay. Et il a dit au gars qui reprenait, qui avait fait quelque chose des lycéens, donc qui était multidiplômé, il lui a dit, ce que je vous souhaite, c'est des problèmes. Parce que si on n'a pas de problème, on n'avance pas. Puis après, il lui a dit, là, on en a eu un peu beaucoup en ce moment. Donc, reprendre, c'est quoi ? C'est devenir entrepreneur quand on n'a pas d'idée de génie. Ou pas de garage. Donc là, c'est parce qu'il y a la mystique du garage. Donc là, il y a 2 garages. Alors, est-ce que vous les reconnaissez, ces garages-là ? Bon, ils n'ont pas de la même époque. Donc, c'est Thomas Edison et Steve Jobs. Alors, Steve Jobs, oui. Et c'est à droite. À gauche, c'est le Bill Hewlett. Le garage de Bill Hewlett. Voilà. Qui ont bien évidemment créé leur première machine à calculer, leur premier ordinateur dans un garage. Donc à Paris, comme on n'a pas de voiture, on n'a pas de garage, donc on est obligé de reprendre une entreprise. Pour reprendre, qu'est-ce qu'il faut ? Un vendeur qui vous vende à vous, c'est-à-dire qu'en reprise, il n'y a pas de médaille d'argent. Si vous êtes le 2e pour la reprise, vous ne reprenez pas. D'accord ? Il n'y a que des médailles d'or. On va témoigner là-dessus que ce n'est pas facile de décrocher la médaille d'or. Un prix acceptable.
qui permet de financer la reprise et un projet. Parce que si vous n'avez pas de projet, ben, le gars qui vous vend, il ne va pas vous vendre. Il veut que vous meniez son entreprise plus loin. Alors maintenant, on va passer des repreneurs aux créateurs. Et on va se poser la question, en fait, pourquoi, enfin, on a posé la question plutôt aux créateurs, pourquoi vous avez déposé les statuts, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Et on a des motivations qui sont quand même assez différentes. Et vous allez voir, du coup, on a réparti un petit peu. En fait, c'est dit finalement, il y a différents types de repreneurs et qui n'ont pas du tout le même profil, les mêmes risques, les mêmes appétences. Donc, il y a un côté, quelque part, de créer une activité de complément. Donc, ça, je laisse un peu à part parce que c'est vraiment, on va dire, en plus. Mais vous voyez, la majeure partie, c'est l'objectif numéro 1, c'est assurer son propre emploi. Donc, quelque part, de dire, ben, sur le marché du travail salarié, j'ai un peu de mal, ou ça ne m'intéresse pas, et je veux continuer une activité de type salarié, en tout cas exercer sur mes compétences propres que je connais, et assurer un emploi. Et donc, mon priorité, quelque part, va être de m'occuper, moi, je suis créateur, mais aussi, quelque part, la personne à occuper et à placer sur le marché en tant que service. Après, la deuxième motivation, c'est créer une petite entreprise. Donc, c'est les termes qui ont été cités naturellement. Donc, on a l'impression en petite entreprise qu'on est quand même là sur quelque chose où il y a une volonté de créer une croissance, d'avoir des partenaires, d'avoir peut-être des salariés, peut-être les deux d'ailleurs, et d'être dans une optique, quelque part, je démarre petit, je commence, et puis petit à petit, je vais grossir. Et donc, je vais avoir une trajectoire, quelque part, qui va être différente de la personne qui crée son emploi au début. Et puis, de manière plus minoritaire, il y a un côté où on a une certaine ambition dès le départ et l'objectif est de développer fortement l'entreprise en termes d'emploi et d'investissement. Donc évidemment, là-dedans, on a toutes les nuances. On a la nuance start-upper, on va dire quelque part, qui très vite veut dire, ben, moi je vais lever des fonds et je vais aller très vite, je vais accélérer, j'ai un time to market qui fait que je joue ma survie, entre guillemets, dans les premières années ou les 3 premières années. Et vous voyez, du coup, le rythme entre ces catégories, le rythme d'investissement, le risque aussi est complètement différent. Donc, quelque part, suite à ça, on s'est dit finalement, créateur, il y a deux types de créateurs. Il y a le créateur qui se met à son compte, et on va revenir dessus. Et puis, il y a le créateur développeur, qui est un autre profil, et avec d'autres enjeux, d'autres risques. Donc, si je reprends le... Oups, c'est trop vite. Alors, le plus simple, créer pour se mettre à son compte, c'est quoi? C'est essentiellement exercer une spécialité avec un statut qui n'est pas le statut de salarié, en effet, qui est un statut d'indépendant, alors qu'il peut être auto-entrepreneur, gérant de SRL, président de SAS, à la rigueur, quelque part, peu importe, il y a différentes couvertures juridiques, mais c'est des personnes qui, souvent, ont une spécialité, qui ont une valeur, et qui se disent, ben, plutôt que être salarié ou plutôt que travailler chez quelqu'un d'autre, je vais m'installer et je vais vendre cette spécialité. Alors il y a des cas un petit peu différents, il y a beaucoup aussi de personnes qui, après une carrière assez riche, disent ben, moi je veux changer d'orientation et je vais être coach. On va les mettre un peu dans cette catégorie-là parce que c'est des personnes qui, quelque part, souvent, ont une approche de dire ben, moi je vais me vendre moi en tant que coach et je vais avoir un certain nombre de salariés. On a plein de consultants IT notamment qui sont dans ce statut-là et qui ont vraiment une approche quelque part. Souvent, quelques consultants IT, moi j'en ai dans ma clientèle qui ont un ou deux, on va dire, clients principaux et qui sont dans une approche où quelque part ils travaillent un peu 5 jours sur 5 avec un statut différent du salarié, mais finalement ça revient un petit peu au même. Et c'est des personnes qui, on va dire, ont besoin. Alors, en termes de besoins, il faut une rigueur et un bon sens de l'organisation. Et ce qu'on a aussi dans cette catégorie-là, on a un peu deux types de personnes. On a des personnes qui disent, ben, moi, finalement, avec mon réseau, j'arrive à assurer mon commercial moi-même. Et beaucoup de personnes qui se retrouvent en disant, ben, moi, je n'ai pas envie d'assurer mon commercial moi-même. Et par exemple, des directeurs financiers partagés qui vont dans des sociétés, vous voyez, de DAF partagées et qui vont se retrouver placés par cette société. Où j'ai mis ici la copie d'écran de la société Malte, dans laquelle vous retrouvez tout un tas de profils de freelance, d'indépendants, qui n'ont pas envie de faire trop de commercial, ou n'ont pas cette fibre commerciale, et qui vont se placer via ce type de site. Et donc, on a un peu deux types là-dedans, on va dire ceux qui ont envie de garder le commercial et ceux qui délèguent le commercial à d'autres sociétés.
Et puis il y a aussi dans cette partie-là une mouvance un petit peu de dire, ben, en me mettant à mon compte, je vais avoir beaucoup plus de liberté, me dégager du temps. Moi, je le vois beaucoup dans les clients au début. Souvent, après quelques années, ils sont pris souvent dans l'engrenage et il y en a assez peu finalement qui au final, réussissent à garder leur vendredi. Mais ça fait partie des motivations quand même au départ. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en théorie. Parce que, en pratique, le client est roi, donc quand il demande, ben, on ne se met pas en RTT, sinon on ne facture pas. Et après, donc, il y a le créateur-développeur. Lui, il est dans une optique complètement différente. Il va démarrer finalement souvent avec assez peu de clients. Il ne sait pas exactement où il va aller. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui réajustent leurs produits-services. Et le développeur, il vise une croissance future. Il dit, bon, ben, je crée une société, je teste un service. Soit il le connaît un petit peu, soit il y a des domaines complètement nouveaux. Évidemment, les créateurs innovants vont dans des services qu'ils connaissent assez mal. Et donc, il y a une feuille de route quelque part qui fait qu'au départ, il y a quelques mois, on va dire, qui sont hyper importants pour bien caler le service, pour comprendre le besoin client et pour pouvoir après développer. Et donc, être créateur-développeur, c'est avoir confiance dans sa capacité à dire, ben, moi, je vais proposer et je vais vendre aussi un produit, un service qui est différent avec une valeur ajoutée. Et donc avec une appétence aussi d'écoute du marché, de compréhension du marché, qui est très forte et qui suppose cette qualité-là. Et sachant que ben là, on a beaucoup de cas de... comment dire, pour les cadres d'anciens groupes, c'est un domaine assez difficile de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'attend le marché? Et puis surtout, en dehors de ce qu'attend le marché, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre en service? On peut avoir des super idées en disant, le marché a besoin de ça, mais si le marché ne veut pas acheter service, ça ne marchera pas. Et il y a aussi la dernière, on va dire, dimension, c'est d'être capable de gérer la solitude de l'entrepreneur, de partir de zéro, parce que là, autant Luc, tu disais tout à l'heure, repreneur, il est dans un grand groupe, il est un peu tout seul, mais là, le créateur-développeur, il est vraiment tout seul au début. Il a peut-être un stagiaire, il a peut-être ses amis, sa femme, mais enfin, il a quand même souvent très peu de salariés. Il va falloir organiser, créer la société, choisir le logiciel de gestion, et puis surtout aller voir les clients et se dire, ben, avec ces clients, comment je négocie, comment je fais mon contrat. Et la dernière dimension qui est importante aussi, c'est de dire quel est le financement dont je vais avoir besoin. Là, on a des cas très différents. On a des sociétés qui s'autofinancent sans aucun problème, et puis on a des sociétés qui demandent des fonds plus importants et sur lesquels la question de financement va se poser assez tôt. J'ai vu, alors je ne l'ai pas mis, mais il y avait une statistique que j'ai trouvée, comme quoi, quand on demande en France combien faut-il pour créer une entreprise, les gens disent entre 20 et 50 000 euros, en gros, pour se lancer. Et en fait, les statistiques de réalité, c'est que les gens, en moyenne, se lancent avec 5 000 euros. Alors, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent, comme ils n'ont besoin que de créer leur propre emploi, d'avoir aussi besoin finalement de grand-chose. Donc voilà, en fait, on a mixé un petit peu ces profils différents, et on se dit finalement, l'entrepreneur, il y a 3 cas qui sont assez différents, avec des logiques assez différentes. Donc il y a la création, la reprise et se mettre à son compte. Évidemment, dans les sondages que Luc a montré tout à l'heure, on va dire en nombre de sociétés, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la partie se mettre à son compte. Alors la création, il faut avoir une idée, pas de revenus au départ, vous êtes seul parce que, vous êtes seul ou avec une équipe très réduite, vous n'êtes pas, le repreneur, il a déjà une équipe qui reprend, donc il améliore, etc. Mais il a déjà un certain nombre de salariés, il a une structure, alors qu'évidemment, quand vous créez une société, il n'y a pas de structure. Il y a la question aussi qui est hyper importante, c'est le commercial, et que vend-on? Et on va avoir assez souvent, en fait, un besoin de préciser un petit peu l'offre commerciale, partir de zéro, et il y a la partie, quelque part, financement. Et on va dire dans les KPI, moi j'ai un certain nombre de clients qui me disent assez vite, oui, mais au bout de 3 mois, quelle est ma marge, etc. On va dire, si on est logique, si vous êtes en phase de création, les premiers mois, le seul indicateur qui compte, c'est souvent le chiffre d'affaires. Voir si le service ou le produit que vous avez en tête, est-ce qu'il plaît sur le marché déjà, et peut-être que la marge va être terrible au début, mais l'intérêt, c'est déjà de voir est-ce que le marché prend, et puis après, il y aura
dans un second temps, souvent, comment optimiser cette marge. La reprise, alors c'est des profils en général plus matures, qui sont capables de lever des fonds, pour souvent un apport personnel, hein, parce qu'il y a souvent un mixte. Il y a une prise de risque aussi qui est importante, alors à la fois dans la recherche de la cible, parce que ça met quand même un certain temps, et puis après dans le montage. Il y a donc trouver la cible, négocier, financer, c'est le triptyque avant de se lancer, être en adéquation avec une gestion de la PME, ce qui est un gros challenge parce que souvent c'est des personnes qui ne viennent pas du milieu de la PME, et voir en fait ce que vous, futurs dirigeants, vous apportez à l'entreprise reprise. Évidemment, il faut apporter quelque chose de plus, et en général, ce qui est souvent fait, moi ce que j'ai vu dans les cas de reprise, c'est que le repreneur, par son organisation, etc., va apporter en fait la plus-value, va pouvoir mieux organiser les choses, et puis petit à petit aussi, il va se mettre sur ce système. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un besoin d'être en adéquation avec le secteur et de bien comprendre le secteur avant. Et le dernier, donc se mettre à son compte. Là, pour le coup, il y a très peu de financement. Vous vendez votre spécialité. Alors, ce qui est important, là, pour le coup, les échecs qu'on a, c'est des gens qui veulent vendre une spécialité qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas dans ce domaine-là, mais il faut avoir une spécialité claire, savoir la marketer ou trouver quelqu'un, un relais pour la vendre, trouver des clients, se faire payer, bien sûr. Il y a une solitude qui est, comment dire, qui est différente parce que vous avez moins de choix techniques à faire, mais quand même, vous êtes tout seul et vous placez chez les clients. Et puis, il y a quelques frais fixes à gérer, mais finalement, on est sur un business model qui est quand même relativement simple à appréhender et qui est quand même beaucoup plus sûr que la partie création. Petit résumé assez rapide avant de profiter de la chance qu'on a là, des trois invités de ce soir. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a quand même les jeunes qui créent les entreprises et c'est plutôt les moins jeunes qui vont reprendre. Qu'il y a des métiers où c'est naturel de créer et reprendre, comme des professions libérales, avocats, médecins, et après il y a des professions de nature comme les plombiers également, ça va être vraiment sur de la création reprise, et d'autres où il va falloir vraiment se lancer quand naturellement, et c'est plutôt des professions de type salariat. Que entreprendre, c'est toujours vouloir changer quand même un petit peu le monde. Si on n'a pas d'idée, un peu de développement, on va quand même maximiser les chances qu'il se passe peu ou d'aller vers le mur. Et qu'une fois qu'on y a goûté, globalement, on y prend goût, même si les statistiques de Luc montrent qu'il y en a 43% ou 47% qui disent non, et c'est bien de retenir le 53%. Et en tout cas, c'est le chiffre que j'aime bien. Et après, effectivement, donc Luc, Laurent interviennent beaucoup sur les sujets de création de reprise, moi, beaucoup moins. Là où j'ai moins plus de valeur ajoutée, c'est sur la suite, plus sur du conseil, non pas en amont, mais en aval, sur lorsque le créateur ou repreneur, il a passé cette phase de reprise ou de création, ça se passe bien pour lui. Après, il va avoir plein de nouvelles questions qui vont s'offrir à lui, comme comment développer l'entreprise, comment il va faire pour, est-ce qu'il doit se rémunérer ou pas, comment, c'est quoi les impacts pour sa famille, pour son conjoint, pour la transmission, pour les impôts, dans un contexte actuel c'est toujours le bordel. Deuxième tour dimanche, je le rappelle. Donc voilà, donc c'est là que j'interviens et donc c'est très prenant pour les entrepreneurs, vu l'importance d'être bien conseillé en amont et en aval. Et donc après, donc en conclusion là-dessus, pour retenir un petit peu les idées phares. Donc effectivement, la création, c'est plus facile dans la mesure où on a besoin de personnes. Et c'est en créant que ça va être plus facile au départ, mais que ça risque d'être difficile dans la durée. C'est également là qu'on va avoir une valeur ajoutée plus importante et où les gains potentiels vont être significativement plus importants. Donc la reprise, c'est quelque chose de plus rassurant, c'est quelque chose qui va être plus cher. En revanche, il y a du plus et du moins, c'est plus facile à reprendre, à financer quand on a besoin de financement. On a parlé de rentabilité également sur la nécessité en fonds propres parfois. Et donc c'est difficile, mais c'est aussi ça qui est bon, je trouve. Moi, je suis dans un truc un peu hybride, salarié 10 ans, voilà, sur une reprise progressive. Je vois bien un petit peu l'autre côté de la barrière depuis peu de temps et je n'avais pas anticipé tout ce bazar. Je serais content de répondre à ceux qui se posent la question de passer de salarié assez jeune avec des jeunes enfants, c'est pas toujours facile. Et effectivement, donc avoir une bonne notion des taux d'échec, c'est bien. Et comme je disais, sur 53%,
concentrer aussi sur ceux qui réussissent, parce que si on n'essaye pas, c'est comme les gagnants à l'euro-million. J'ai bien cette stat assez simplissime, mais bon, il n'y a que ceux qui, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc voilà, donc j'aime bien retenir ça. Il y a une entrepreneur américaine qui a dit si tu veux, tu peux, si tu penses que tu peux pas, tu as raison. Une fois avec Florence, donc on recevait un gars qui voulait créer sa boîte et Florence sourit parce que le premier mot qu'il a dit, mon projet était, il a dit bon bah la réunion est terminée, si vous n'avez pas commencé et que vous en parlez déjà au passé, c'est surtout pas la peine d'avancer. Inutile de vous dire qu'il n'a rien fait derrière, évidemment. Alors peut-être passer, oui, la parole vraiment au témoin, parce que c'est là où on aura des choses. Moi, j'avais noté comme ça des petites phrases qui m'avaient un peu choqué, sur lesquelles j'avais une discussion après avec l'entrepreneur, et on voit qu'il y a des réactions en fait très différentes. Il y a des personnes qui arrivent avec une certaine pensée, notamment sur le business plan. C'est un sujet où on a souvent soit des gens qui nous amènent un business plan en 25 onglets avec 5 hypothèses, ou des gens qui disent ah ben non, le business plan, je ne vais pas me lancer dessus, ça va me déprimer. Et vous voyez, on a des approches assez différentes, et ça sera, je pense, des choses intéressantes d'avoir votre avis sur comment on prévoit l'importance de gérer les structures juridiques, le côté aussi un petit peu technique, la stratégie, comment vous l'avez mis en place et comment elle évolue. Il y a une gestion des priorités qui est hyper importante, Luc, tu en as parlé un peu, et c'est vrai que c'est vraiment là où on voit, on va dire, les gens qui arrivent à vraiment bien gérer les priorités, parce que le temps est compté, c'est clair, et puis comment on se positionne un dirigeant par rapport à l'ensemble des compétences, et comment se compter sur les autres et sur l'équipe. Alors nos témoins, Arthur, je pense que vous pouvez vous approcher. Donc on a Catherine Ménade, donc on a réussi à avoir une femme, qui après une vingtaine d'années dans le monde... Plus, vous êtes gentil. Un petit peu plus. Dans le monde du vêtement de luxe, a créé un concept store autour du Made in France. Arthur Waller, c'est qui se prononce ? Valer. Une chance sur deux. Arthur Waller qui est cofondateur de Pédilène, mais avait déjà créé des choses avant d'ailleurs. C'est un multirécidiviste. Voilà. Et puis Laurent Gachet, qui est le dernier, qui est le repreneur d'Intercountry. Donc il a passé un certain temps à trouver, négocier, acheter, et maintenant ça fait plusieurs mois qu'il est dans le bain, dans une opération assez atypique, puisque le cédant continue à être à ses côtés. C'est quand même un côté rassurant. Mais dans la formation en langue, donc voilà. Et puis je propose que chacun se présente en 1 ou 2 minutes et donne finalement un bon côté et un mauvais côté de son expérience d'entrepreneur. Qui veut se lancer en premier? Alors là, pour être poli avec les femmes, quand il s'agit, hein, là il y a du monde. Hein. Non, c'est utile. Allez. Alors me présenter. Alors moi je suis très impressionnée d'être devant vous parce que vous avez toutes et tous, il y a quand même quelques femmes, mais vous appartenez à des clubs d'étudiants, etc. Moi je suis une autodidacte. Mon brevet de natation, je ne l'ai même pas. Donc j'ai mon bac. Voilà. Bon, par contre, j'ai eu la chance d'évoluer dans un univers, dans des belles maisons. Je travaillais pour Vuitton pendant longtemps, Éric Bompard, Cachemire, les linges de maison pour Descamps, toujours à des postes de vendeuse au départ, puis de vendeuse puis de manager, puis des directions de boutique. Et puis en 2017, la dernière en société qui m'employait, qui était une société turque et qui était complètement dehors de l'Europe et qu'on ne pouvait absolument plus toucher, m'a planté là. Je me suis retrouvée entre seuls salariés sans emploi. Et là, je me suis dit, bon, allez, hop, tu as 53 ans, non, 50 ans à peu près. Soit tu te crées ton job, soit t'es mal, quoi. Parce que, non, jamais. Voilà. Si je ne veux pas maintenant, je ne peux pas jamais. Autant finir sur une bonne note, exactement. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise pour créer mon emploi, effectivement, et aussi pour créer quelque chose un peu différent, évidemment. Donc là, on est vraiment dans la création. Donc à la fois un commerce qui propose du prêt-à-porter, des accessoires pour hommes et pour femmes, parce que je suis une grande bavarde, donc j'aime échanger avec les gens, j'aime vendre, j'aime mettre à profit mon expérience de vendeuse, et en même temps proposer des choses qui aient du sens. Donc je propose des produits exclusivement fabriqués en France, le plus localement possible. La plupart ont le label fabriqué à Paris, en Ile-de-France. Et
et l'idée, c'est de vendre des produits avec une histoire. En fait, il y a un storytelling important. Les clients viennent en boutique. J'ai un site internet aussi. Enfin, voilà, et découvrent un petit peu qui est derrière le produit qu'ils achètent. Donc, c'est une aventure compliquée. J'ai créé l'entreprise en fin 2019, juste avant la catastrophe. Pour un commerce, voilà. c'est le sens du timing. Oui, c'est ça. Si c'était en ligne, c'est pas complètement aberrant. Pardon? Si c'était en ligne. Mais j'avais pas à l'époque, j'avais rien. C'est ça. Donc, je suis passée à TF1 en juillet 2020, super. On m'a dit, vous avez un site? Non, j'avais un site vitrine à l'époque. Bon. Mais grâce à tout ça, finalement, j'ai pu apprendre énormément, aller chercher de l'aide un peu partout. Donc, j'ai rencontré Luc aussi, voilà, qui est aussi un coach pour moi et un soutien. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher de l'aide. Pour moi, le point positif, c'est que j'ai rencontré plein de gens, c'est que j'ai appris énormément de choses parce qu'effectivement, il faut être présent dans tous les domaines, aussi bien la communication, les sites, la gestion de sites internet. C'est des domaines qui ne sont pas du tout les miens à la base. Marketing, les RH. Les RH, je connaissais un petit peu déjà, mais bon. Voilà. Et le mauvais côté, c'est que je pensais gagner un peu bien ma vie, mais ce n'est toujours pas le cas, ou pratiquement 5 ans, où ça devient de plus en plus compliqué de se payer. Enfin là, ça fait bien 3-4 mois que je me suis pas dit. Voilà. Donc là c'est dur, mais bon, si c'était à refaire, je crois que je recommencerais quand même. Parce que c'est une trop belle aventure. Voilà. Merci. La boutique est rue de Seine, si vous avez des beaux cadeaux à faire, il y a... Même pour vous habiller de façon responsable. Merci. Instagram, etc. Il y a tout, mal. Voilà. Tous les réseaux, on est partout. On est taquet. Donc Laurent Gachet, j'ai un parcours assez classique, je pense, d'employé cadre dans une grande entreprise. Je travaille chez Accor et chez Edenred, qui est une ancienne division de Accor, essentiellement à l'étranger. J'ai travaillé 25 ans chez Accor et Edenred et là-dessus 20 ans à l'étranger. Donc très peu d'expérience en France. À des postes de business développement, un peu financier, direction de filiale. Et puis, moi, je suis fils d'enseignant au départ. Donc, il y a un élément qui n'a pas été cité, mais qui, je pense, est intéressant, c'est qu'en fait, j'avais aucune culture d'entrepreneuriat au départ. Et en début de carrière, je me sentais absolument incapable. J'aurais été incapable de monter une boîte. Je me souviens encore la première fois que j'ai été embauché dans une entreprise. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas qu'il y avait des directeurs, de la hiérarchie, de l'organisation. Je n'avais aucune idée de comment ça se passait dans une entreprise. Et en fait, rétrospectivement, j'ai l'impression que toute ma carrière d'employé m'a servi à me former quelque part à ce qui m'a titillé pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que je me sentais prêt à le faire. Et donc, après donc cette carrière qui s'est plutôt bien passée, qui était hyper intéressante, très variée, avec beaucoup d'autonomie parce que j'étais à l'étranger, donc quand on est cadre français d'une boîte française à l'étranger, bon, bah, on a accès à des jobs intéressants, assez variés. Et puis, bon, bah, j'ai décidé de rentrer en France. J'ai des enfants, c'était le bon âge pour rentrer, etc. Et puis j'avais entendu dire qu'en France, quand on se rapproche de la cinquantaine, il y a quelque chose qui se passe. J'avais 48 ans quand je suis rentré. Et en fait, je pense que c'est plutôt, rétrospectivement, je pense que c'est plutôt 45. C'est à 45 que ça switch en France. Et donc, j'en ai eu le cœur net en rentrant au siège de ma société où je n'avais jamais travaillé. Et ben, en fait, ce qu'on me proposait, c'était des jobs qui ne m'intéressaient pas. Et comme beaucoup d'expatriés de retour, je pense, enfin, ma statistique personnelle, j'en connais pas mal, des gens qui ont eu ce parcours-là. En fait, 80% des gens qui rentrent, ce qu'on leur propose, c'est juste pas intéressant, c'est pas motivant, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le moment. Donc, j'ai négocié ma sortie. Et puis, je me suis posé la question entrepreneuriale, de savoir, ok, l'entrepreneuriat, c'est effectivement de la création ou de la reprise. Schématiquement, c'est quand même ça l'alternative. Et en fait, je me suis dit, j'avais créé plusieurs filiales de mon groupe à l'étranger. Donc, je savais à peu près ce que c'était que de créer une société. Alors, évidemment, avec un salaire qui tombe à la fin du mois, c'est pas la même chose. Mais quand même, ce qu'on voit bien, même en étant employé, c'est que de toute façon, dans la création,
ça peut durer 6 mois, j'ai rarement vu, mais j'ai vu. Jusqu'à 3 ans, 5 ans, on est dans le rouge, et il faut en sortir. Et donc, il y a une pression, c'est la galère, de toute façon. Et encore plus quand on est de sa poche, qu'on ne touche pas on ne peut pas se payer, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ça, j'ai déjà fait d'une certaine manière. J'ai été payé pour le faire, et donc je pense que je sais faire. Mais à vrai dire, quoi que je fasse, je ne le ferai pas mieux que quelqu'un d'autre. En revanche, je me disais qu'avec mon bagage, ce que j'avais appris dans mon boulot, je me suis dit, bon, je pense que j'aurais plus d'impact en reprenant une société d'une certaine taille pour l'amener à une autre taille, enfin, avec un projet, etc. Et donc, je me suis lancé dans un projet de reprise qui m'a pris fort longtemps. Ça m'a pris 4 ans. Alors, il faut savoir que dans le reprenariat, ça prend, en moyenne, on estime que ça prend, il faut se préparer à au moins 2 ans. C'est à peu près le tarif entre le début du process et aboutir. Moi, ça m'a pris 4 ans pour trouver la boîte que finalement j'ai rachetée. Il y a eu encore 6-8 mois de transaction, avec l'aide de Luc en particulier. Et voilà. Et donc, je ne suis pas passé loin de ne pas y arriver. Mais je ne regrette pas une minute de l'avoir fait, parce qu'en fait, le parcours a été dur. Je me suis pris beaucoup de murs. J'ai fait pas mal d'offres. Hein. C'est pas que je suis resté 4 ans à essayer de trouver une boîte. J'en ai trouvé un paquet. C'est très dur de sourcer des dossiers, mais on en trouve. En revanche, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Et je les avais apprises sur les bancs de l'école. J'ai fait une petite formation d'1 mois à la reprise. Donc, en théorie, je connaissais les différents cas de figure. Et je pense que je les ai à peu près tous faits quand même. C'est-à-dire des faux vendeurs, des gens qui vous disent qu'ils vendent leur société, mais qui soit en fait n'en ont pas du tout l'intention, soit n'en sont pas capables, parce qu'en fait, quand ça se rapproche, psychologiquement, ils ne peuvent pas. Et tout ça, voilà, on est en face et on se dit, moi, elle me plaît, votre société, etc. Mais en fait, j'ai des gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai fait des offres, etc. Il y a plusieurs années, ils sont toujours là avec leur société et je pense qu'ils n'arriveront jamais à la vendre. Des belles boîtes, hein, mais donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Alors souvent, c'est le prix aussi. On se retrouve quand on est en concurrence, il y a des gens qui sont prêts à mettre plus. C'est aussi le prix parce qu'il y a des gens qui en veulent trop. Ça, c'est très courant. Mais en fait, c'est une façon de dire je veux pas. J'en veux tellement qu'en fait, quelque part, je veux pas. Parce que si on veut, c'est comme un appartement. Hein. J'ai un appartement, je veux le vendre tel prix. Mais en fait, mécaniquement, il faut baisser pour trouver son marché. Enfin, c'est comme ça que dans la vraie vie, ça se passe. Et voilà. Mais finalement, j'ai abouti. Et, alors, je vous en dirai peut-être un mot supplémentaire, mais c'est une belle histoire. Je m'attendais, j'étais disponible pour une rencontre. C'est presque une rencontre amoureuse, mais j'étais disponible à faire un maximum de contacts pendant très longtemps. Et finalement, effectivement, il y a un beau jour, j'ai fait une rencontre d'un entrepreneur qui n'était pas à vendre et avec qui, en fait, ça a immédiatement matché. Luc l'a rencontré. Et en fait, les gens qui m'ont accompagné, plusieurs personnes m'ont accompagné dans le process sur diverses spécialités. Et tout le monde m'a dit, je comprends pourquoi ça... Hein, tu l'as senti, Luc? Et Luc, quand il l'a vu la première fois, il a dit, bon, déjà, c'est un gars assez incroyable. Mais en plus, il y a une vraie connexion entre nous et on est très complémentaires, on est très différents. Je suis pas mal dans le schéma de ce que Luc a présenté, c'est-à-dire un quasiment autodidacte. Il y a un gars qui a fait des études, mais qui était prof de langue, qui est devenu entrepreneur. Et puis moi, je suis arrivé, moi j'ai quelques diplômes et j'ai travaillé dans un habit assez classique un habit français. Un habit français de parcours de grande école, etc., et d'employé de grandes sociétés. Et effectivement, et lui, il a vu en moi ce qu'il n'avait pas, et moi, j'ai vu en lui ce qu'il avait créé, qui était déjà une belle boîte. Et en fait, on a décidé il a décidé, lui, de repartir pour un tour avec moi, puisqu'il était un peu trop jeune pour prendre sa retraite. Et donc, finalement, on s'est associés. On a fait ce qu'on appelle en jargon de reprise un bimbo. C'est-à-dire, le schéma classique s'appelle un MBI, Management Buy-in. On remplace le gars qui vend, le gars ou la femme d'ailleurs, hein, c'est souvent des hommes, mais c'est parfois des femmes. Et là, en fait, c'est buy-in, management buy-out. En fait, je l'ai racheté, mais il a réinvesti et il a continué l'aventure avec moi. Donc voilà, je
me suis un peu Parmi étendu. les excuses les plus bizarres des vendeurs qui ne vendent pas, on en a eu un à qui ont fait une offre et il dit je ne vais pas accepter votre offre. Alors on dit ah bon, pourquoi? C'est le prix? Non, il dit c'est pas le prix. Mais on m'avait dit que ça prendrait 2 ans et ça fait que 6 mois qu'elle est en vente, donc je vous la vendrai dans 18 mois. C'était allé trop vite pour lui. Donc, et on a dit dans 18 mois on ne sera plus là. Quoi. Un repreneur n'attend pas 18 mois. Même s'il y passe 4 ans. Mais effectivement, il faut un certain. Du coup, donc Arthur. Alors moi, j'ai cofondé une première boîte qui s'appelait Price Match, qui était un éditeur de yield management pour les hôtels, en 2012, en césure de master, qu'on a vendu du coup en 2015 à Booking.com. J'ai bossé 3 ans au siège de Booking du coup à Amsterdam. C'était plus mon grand groupe et où j'ai l'impression d'avoir appris plein de trucs que j'avais pas appris dans ma première boîte startup quoi. Et du coup, en 2018, à la fin de notre expérience chez Booking, alors, petite particularité, on était 6 cofondateurs dans la première boîte et on est 7 dans la deuxième. Donc 5 qui viennent de la première boîte plus 2 nouveaux. Et on a du coup vous pouvez comprendre que ça nous a plu puisqu'on s'est dit qu'on allait y retourner. On s'est dit qu'on voulait remonter une boîte ensemble et du coup monter Pennylen qui est un outil comptable, outil compta et gestion pour les entreprises et leurs experts comptables. Et qui du coup on a monté en 2019. Alors la première boîte du coup on l'a vendue assez vite et celle-là pour le coup le but c'est de ne pas la vendre et de l'emmener aussi loin que possible. Alors, je ne sais pas si c'est entrer en bourse voilà, mais en tout cas aussi loin que possible, si possible au niveau européen. Pour l'instant on n'est que en France. Et j'aimerais bien peut-être un jour, mais alors, pour le coup, le but c'est de l'amener loin celle-là, donc mais ça m'intéresse le sujet de reprise et ça nous a. Enfin, du coup, on a passé beaucoup de temps avec mes associés avant de remonter Pennylen à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Là où la première fois c'était juste on veut monter une boîte et un peu la première idée qui nous tombe sous la main on y va. La deuxième fois on a essayé d'avoir une approche plus rigoureuse, on s'est fixé vraiment des critères en amont et la reprise était un des trucs qui nous plaisait mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et du coup, comme on avait déjà fait une fois la création, on a repris comme ça. Puis reprendre à 5, c'est peut-être plus. Il faut déjà 5 salaires à rajouter. Hein. C'est ça. Quand même du monde. Plus, ouais. Quelle année la création de Pennylen? On a été immatriculé en janvier 2020. Donc, c'est il y a 4 ans et demi. Quoi. Bien en avance sur la dématérialisation qui va devenir obligatoire finalement. Ouais, ça nous arrange bien la facture électronique. Ouais, c'est bon ça. Et alors le bon côté et le mauvais côté, Arthur? Mauvais côté. Alors, pour moi, ce qui me motive, parce que une piste, c'était de rester aussi chez Booking, où j'étais très bien et j'ai adoré la culture d'entreprise, etc. Moi, ce qui m'a démangé, c'est le côté un peu goutte d'eau dans un gros océan, quoi, dans une grosse société. Du coup, l'impression de manquer un peu d'impact. Pour le coup, Booking est très bon sur on reste très autonome. C'est très décentralisé comme mode de management et tout. Et c'était vraiment le côté impact qui me manquait. Mauvais côté, et je pense que c'est un bon et un mauvais, quoi, mais c'est le stress, l'adrénaline, qui est à la fois positif et aussi négatif quand même. Ouais, je pense qu'il faut y être prêt. Quoi. Je pense qu'il faut y être prêt aussi. Je pense qu'il faut. Moi, dans mon parcours à moi qui a été lent, et de toute façon, la reprise, ça prend du temps. Je pense qu'il faut être bien mentalisé, il faut être très sûr de la raison pour laquelle on y va. Et après, les motivations, elles peuvent être diverses, mais oui, je pense qu'il y a. Moi, je considère, comme je disais, que j'ai passé un long temps de maturation en entreprise. J'ai toujours eu l'impression, en fait, que les différents jobs que je faisais, je complétais les trous dans ma capacité professionnelle. C'était vraiment de la formation pour moi. Et puis, formation payée, donc c'est assez sympa. Mais ça me permet, j'ai toujours vu ça comme une espèce de capitalisation, quoi. Je construis quelque chose pour moi, et à un moment, je me sens prêt. Et là, la maturation du projet, savoir si je me lance je crée quelque chose de zéro. Alors, il se trouve que quand je suis rentré en France de ma dernière expérience à l'étranger, mon épouse a décidé de se lancer dans un projet de création. Donc on s'est lancés tous les deux en même temps, elle dans la création, moi dans la reprise. Donc inutile de vous dire que d'abord financièrement,
on a été dans le rouge pendant 4 ans. Donc c'est très récent que je recommence à avoir des revenus. Donc il faut être prêt à ça. Donc ça veut dire aussi que financièrement, il faut pouvoir se le permettre. Sans beaucoup de filets. Alors moi j'ai eu le chômage quand même pendant 2 ans qui m'a aidé, mais ça ne fait pas tout. Et puis après, il y a aussi il faut être prêt à certains switches mentaux, je pense. Quand on est entrepreneur, en fait, il ne faut plus du tout raisonner en salaire. Enfin, il ne faut pas s'attendre. Là, ça fait 3 mois que tu ne te payes pas, mais moi, je sais que par exemple, j'ai une variable d'ajustement sur ma reprise. Je me paye aujourd'hui parce que ça rentrait dans le business plan. Mais je sais que s'il y a un accroche, j'arrêterai de me payer. Enfin, mon salaire est une variable d'ajustement de mon projet. Et c'est pas que je roule sur l'or, que j'ai des réserves immenses. Hein. Moi, j'ai commencé dans ma vie avec 0 financièrement parlant. J'ai juste fait des études, donc c'est un bon bagage. Mais financièrement, c'est pas que je sois assis sur une montagne d'or. Mais simplement, la démarche entrepreneuriale suppose que ça ne peut pas être le premier critère. Enfin, de mon point de vue, c'est pas juste, on n'est pas juste là pour faire de l'argent. On se dit que si on bosse bien, in fine, normalement, ça devrait valoir quelque chose. Mais c'est plutôt une conséquence qu'un vrai objectif. Moi, je n'ai pas un objectif pour mon projet de reprise. D'abord, je ne sais pas quand il se termine. C'est-à-dire que je reprends et je me dis, ça peut durer 5 ans, 7 ans. 7 ans, c'est la durée de l'emprunt. Hein. Dans la reprise, c'est assez normé en France, c'est 7 ans, une dette senior. Donc ça donne un horizon, mais si je m'amuse bien, ça peut être 10-15 ans. Après, j'ai la limite de mon âge, j'ai commencé assez tard. Mais je me dis, ça peut aller jusqu'à 15 ans, donc 5 à 15 ans. Et en me disant, normalement, à la fin, je compte plus là-dessus que sur la retraite que je vais toucher à la fin pour vivre après ça. Mais si ça se trouve, je ne m'arrêterai jamais. Enfin, je ne sais pas trop, en fait. C'est pas Et dans les motivations, savoir si on veut se créer un job pour pouvoir en vivre, oui, c'est quand même bien de pouvoir en vivre. Mais je pense que dans l'acte entrepreneurial, il y a quand même quelque chose de vouloir construire, réaliser quelque chose, bâtir quelque chose qui n'existe pas a priori. Et très clairement, alors je parle pour mon cas, mais vous allez certainement le voir différemment dans vos situations respectives. Une question très importante à se poser sur la reprise et dans l'étude des dossiers, c'est qu'il y a plein de questions à se poser. Mais il y en a 2 qui pour moi sont absolument fondamentales. Quand je regarde un dossier, j'en ai vu un paquet, premièrement, il faut comprendre ce qu'on a devant soi. Et moi, il y a des dossiers où je ne comprenais pas, je lisais, je questionnais, je ne comprenais toujours pas vraiment. Il y avait certains angles morts, et donc je me disais, mais ça va pas être possible. Je pense que je n'ai pas assez en main ce que j'ai, je ne comprends pas suffisamment bien ce que j'ai devant moi. Et deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux en faire? Là, la question a été écrite, là. Qu'est-ce que j'apporte, moi, dans le projet? Parce que si c'est pour faire la même chose que le gars qui vous vend, le plus sûr, c'est que vous allez le faire moins bien que lui. En tout cas, il va se passer un certain temps avant que vous arriviez au niveau de compétence de la personne qui vous vend. Et donc, c'est très important, quand on a un projet devant soi à reprendre, de se dire, OK, en fait, c'est d'apporter son angle à soi. Et alors, peut-être qu'il y a quelque chose de similaire sur la création. C'est quoi mon angle? Qu'est-ce que je vais apporter de qui me différencie, voilà. Exactement. Ouais. Parce que si c'est pour faire ce que d'autres font, voilà, il faut quelque part trouver un petit peu d'exclusivité. On a envie d'avoir un public qui va venir vers nous. En fait. Moi, je suis dans le commerce et je pense que si c'est pour créer un énième commerce de fringues, maintenant il y a Internet en plus, il y a d'autres. Il faut effectivement être différenciant, donc il faut avoir des valeurs différentes, avoir un projet qui soit un peu différenciant. Donc moi, je ne fais pas que de la vente, par exemple. Je fais aussi beaucoup de communication et beaucoup d'événementiel en boutique, parce qu'une boutique, maintenant, ça doit plus simplement être un lieu où il y a une vendeuse derrière sa caisse. Il faut aussi animer le point de vente. Donc, il faut être un bon manager, il faut être un bon communicant. Voilà, c'est plein de choses différentes. Il faut faire la différence avec les autres commerces classiques, on va dire. C'est fini cette époque. Alors moi, sur le sujet c'est pas un commerce du coup, mais un logiciel.
quand on a créé la deuxième boîte du coup Penny Lane, on s'est mis comme critère, on cherche un marché où on vient non pas créer un besoin ou un truc unique, mais plutôt remplacer quelque chose pour lequel les gens payent déjà. Donc dans notre première aventure, un outil de fixation de prix pour les hôtels. En fait, la plupart des hôtels nous disaient j'adore ton logiciel, mais aujourd'hui mes prix je les fais sur Excel et c'est gratuit. Et toi tu me demandes de te payer 200 € par mois pour fixer mes prix. Et donc c'était une grosse frustration pour nous parce qu'on avait l'impression oui, il y avait un besoin, mais il n'était pas encore. Enfin, ça allait prendre un temps fou pour évangéliser entre guillemets le marché. Et du coup, dans la deuxième société, un des critères, c'était on veut que les gens ils aient déjà une solution. On veut avoir des concurrents. Si on n'a pas de concurrents, c'est que le marché il n'est pas encore assez prouvé. Là, c'était bien choisi quand même. Hein. Voilà. Mais après, je veux juste dire ça parce que parfois il y a un mythe de il faut que je trouve une idée complètement unique, etc. Mais parfois avoir des concurrents, c'est quand même un bon problème. Ça veut dire que le marché il est là, etc. Mais en Ça tout cas, ça dépend veut du dire que tu secteur. arrives déjà avec un angle différent. J'arrive avec un angle différent, mais avec des concurrents. Quoi. Et donc tu t'attaques une faiblesse, tu vois C'est ça, ouais. Tu dis je vais arriver avec un truc mieux. Ouais. Et tu as identifié que les trucs sont pas assez bien aujourd'hui et que. Mais souvent, quand on n'a jamais créé sa boîte, on se dit j'arriverai pas. Enfin, le truc qui est en place, il est déjà trop bien, j'arriverai jamais à apporter un truc en voilà, plus, quoi. Ouais. Alors que, non, détrompez-vous, on peut arriver et faire mieux. Y compris, nous, on s'attaque à des acteurs assez solidement installés. Pour les citer, ça s'appelle Cegid notamment, Cegid et Sage. Ouais. Et donc, c'est des boîtes qui sont là depuis longtemps, grosses et tout. Mais en final, ça fait 4 ans et demi, on arrive à leur piquer des clients. On a mis les moyens, mais c'est pas impossible, quoi. Faut trouver le bon angle. Et quelle est moi j'ai une question quand même, parce que vous êtes très entrepreneuriaux, puisque vous êtes parti à 5, finalement vous êtes arrivé à 7, c'est assez rare. En fait, vous avez créé une boîte qui est assez grosse, finalement, entre l'esprit entrepreneurial des fondateurs et des gens qui finalement viennent en partie chercher un salaire, machin, etc. Comment on arrive à entraîner cette dualité entre finalement une majorité de salariés, un peu des faux propositions, des je vais ailleurs, je gagne plus, ou je veux même faire autre chose, et un esprit d'une vision réelle, comment on arrive à mélanger ça? Parce que quand on reprend, en fait, il faut réussir, j'imagine, motiver. Il faut le matching, mais je veux dire, les gens, ils avancent déjà, quoi. Là, et ils avancent. Et quand on recrute des gens, les entrepreneuriales, ils n'ont pas forcément ça. Alors, nous, là-dessus, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a vu chez Booking. C'est un des trucs que j'ai appris là-bas. Encore une fois, j'estime que la culture d'entreprise, elle est assez exceptionnelle. Et à leur taille, j'estime qu'ils sont encore très entrepreneurs. Et donc, pour moi, leur secret, c'est réussir à garder quand même l'utilisateur, que les salariés qui nous rejoignent, ils aient un sens à leur travail. Et ce sens, c'est d'aider un utilisateur concret. Moi, j'estime, c'était un des critères qu'on s'était mis en numéro 2, pas numéro 1, mais d'essayer d'avoir si possible, par exemple, nous, on aide surtout des TPE, PME. Et du coup, on sait que c'est un outil qu'ils utilisent tous les jours. Et du coup, c'est du concret, quoi. On sait que les gens ils gagnent du temps sur leur facturation, sur leur paiement fournisseur autre. Je pense que moi j'aurais plus de mal à faire un outil, par exemple pour une boîte du CAC 40 où c'est un peu flou, où mes utilisateurs c'est pas très concret. Donc ça c'est un point. Et du coup réussir à garder l'utilisateur au centre de tout. Et c'est lui entre guillemets notre patron à tous. C'est pas moi le patron, c'est l'utilisateur dont on doit améliorer le quotidien. 2, c'est vraiment comment on est organisé. Et donc là, pareil, on copie ce qui est chez Booking, mais c'est très très décentralisé. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas un management descendant, mais plein de petites équipes, que chaque équipe elle puisse vraiment décider ce sur quoi elle veut bosser, ce qu'elle va prioriser, que ce soit très décentralisé. Et pour que ça marche, par contre, il faut qu'il y ait une stratégie très claire, transparente, pour que tout le monde rame quand même dans la même direction. Après, c'est un peu théorique ce que je dis. Et après, c'est la mise en pratique. Mais je pense que les gens sont motivés par la mission. Il y a quand même un côté un peu David contre Goliath. On veut aller s'attaquer à Sage, c'est motivant. Voilà. Et le fait que ce soit, je pense, un marché profond. Où, du coup, on sait qu'il
on s'ennuiera jamais et qu'il y a toujours des nouveaux trucs qu'on peut venir ajouter comme fonctionnalité. Est-ce que tes salariés sont actionnaires aussi? Ouais, Vous avez ouvert le nous, capital, tous nos salariés, alors sous forme de BSPCE, Ouais. et tous les salariés sont actionnaires. C'est un des trucs qui pour nous était important pour aligner les intérêts. Enfin, déjà pour que tout le monde sente que c'est un peu son bébé, et puis pour aligner tout simplement les intérêts et faire qu'il n'y ait pas, je sais pas moi, un commercial qui se dise ah je vais aller survendre le truc parce que moi tout ce que je veux c'est mon bonus, mais qui ne pense pas à l'intérêt de la boîte ou ce genre de choses. Combien de personnes aujourd'hui? On est un peu plus de 450. Après, pareil, pour le coup, Penny Lane, c'est très R&D. Ma première boîte, fallait surtout aller vendre aux hôtels un par un notre outil. Là, pour le coup, c'est plus un outil qui se vend entre guillemets tout seul. Et l'enjeu, c'est vraiment de construire l'outil, de l'améliorer. Donc sur les 450, c'est à peu près 230 personnes en R&D. Enfin, product manager, des développeurs, data science, design. C'est des populations complètement différentes typiquement pour motiver des développeurs, c'est pas pareil que de motiver des commerciaux. J'ai une petite question sur la première boîte. À quel moment tu as senti que les hôtels étaient prêts à payer pour la solution? Parce que tu me disais qu'ils étaient vraiment bloqués sur Excel et que c'était une solution gratuite. À quel moment il y a eu le switch et tu as senti? Il n'y a pas eu de. Enfin, c'est qu'on a été à la force du poignet. Hein. Ah ouais, okay. On a réussi. Enfin, statistiquement, sur, je sais pas moi, donc on devait vraiment les appeler. Okay. Donc c'était de la prod, du call à froid, quoi. Et en gros, dans une journée, un call-caller, il appelait 40 hôtels. Il arrivait à fixer des rendez-vous avec 4. Et sur les 4, on faisait 3 démos. Il y en a 3 qui disaient allez, je vais faire un test gratuit. Et puis 2 qui finissaient par payer, quoi. Et c'était de l'industriel, quoi. Il n'y a pas eu de changement d'angle, c'était vraiment la fin du temps. C'est pas très différent de Catherine. Parce qu'à la fin, les gens ils passent devant la boutique, ils disent Made in France c'est bien, puis après ils disent oh ouais, mais c'est quand même plus cher que Made in China. C'est clair. C'est clair que l'intention y est, mais après la carte bleue, c'est encore autre chose. Il faut aller accrocher les clients de toute façon, soit par moyen classique d'une vitrine de boutique sur rue. On s'adapte, il pleut, on sort le parapluie, il fait froid, là, et puis il fallait chercher le client à la fois sur les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant tout se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc avoir une stratégie de communication et tout ce qui est emailing, tout ce qui est RP éventuellement, si on peut toucher un petit peu la presse, les médias. Faut aller chercher les clients. Donc, vous vous retrouvez très bien dans ce qu'on a dit. Il faut savoir faire tout ce sur quoi on n'est pas compétent. Exactement. C'est ça qui est enrichissant. En fait. C'est un peu maso, mais... Oui, Arthur, Penny Lane, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est pas un danger là. Non. C'est un outil. Non, nous on fait depuis le début de l'intelligence artificielle, on va dire classique, qui existe depuis un bout de temps, pour automatiser des recommandations d'imputation comptable, des recommandations de réconciliation. Donc c'est toujours pour faire gagner du temps au comptable et puis aux dirigeants d'entreprise. Et là maintenant on fait aussi de ce qu'on appelle de l'IA générative, donc un peu ChatGPT quoi, pour essayer toujours de faire gagner du temps au comptable, donc qu'ils puissent nous poser n'importe quelle question, comment amortir une toiture, le truc lui répond, ou alors aller générer alors c'est toujours des brouillons, enfin on se dit pas que ça va remplacer. Et pour le coup, nous quand on est parti au début, tous les dirigeants d'entreprise avec qui j'ai échangé m'ont dit je veux surtout pas, n'essaie pas de remplacer mon expert comptable, c'est pas l'objectif, c'est mon médecin de famille. Voilà. Mon but c'est plutôt de mieux bosser avec lui et qu'il ait plus de temps pour faire médecin de famille et moins de temps à faire demander les justifs, etc. Nous c'est ça et je pense pas que l'IA va changer ça. Ça va peut-être juste aider les experts comptables à faire encore plus de conseils en étant plus proactifs et tout. Mais ouais, ça change pas fondamentalement Et pareil que pour un médecin classique, pas médecin d'entreprise, mais médecin tout court, moi je crois pas au fait que les gens n'iront plus voir leur médecin. Je pense qu'ils sont contents que leur médecin ait peut-être un outil d'IA pour aider dans le diagnostic, mais je pense quand même qu'ils auront quand même encore envie d'avoir quelqu'un qui les connaît, qui connaît de façon un peu holistique, et qui leur dit t'as ça ou. Et puis j'ai mal là, bah je tâte quoi. C'est dur. Ouais, en plus. On a un
expert comptable là. Mm. Moi, de mon expérience, j'ai ma propre idée, mais vous allez peut-être me dire quelque chose lié à vous, votre expérience professionnelle propre. Est-ce que vous avez beaucoup de temps pour faire du conseil? Dans le métier, la tendance va vraiment là-dessus, ça c'est clair. C'est la tendance, mais je dis pas la tendance, mais est-ce que vous avez beaucoup de temps pour le faire? Parce que Alors moi, je suis un peu atypique, on va dire, dans le milieu expert comptable, c'est-à-dire que je n'ai pas fait que ça, et dès le début, je me suis dit, je vais faire beaucoup de conseils. Et ce que je veux dire par rapport à Penny Lane, moi je suis utilisateur de Penny Lane, et ce que je trouve assez incroyable, et on n'en a pas tellement parlé, c'est qu'il me semble que vous avez démarré avec une vision de dire, on va faire mieux que tous les outils qui existent, et puis on va changer à une population qui n'a pas du tout changé, l'expert comptable. Et ce que je trouve assez incroyable, et je trouve assez beau dans l'acte entrepreneurial, c'est que vous êtes parti d'une vision, alors que tout le milieu, ou peut-être 90% des experts comptables, quand vous êtes arrivé, s'est dit, bon, encore un acteur de plus, on verra dans 15 ans, peut-être on changera dans 15 ans. Et là, en quelques années, c'est vrai que vous avez pris une part de marché. Et donc, ça me fait poser une question sur cette vision. Comment vous avez nourri cette vision qui va à l'encontre des acteurs traditionnels qui connaissaient ce milieu, en disant, bah, nous, on va y arriver, on n'est peut-être pas des spécialistes, expertise comptable, machin, mais on va y arriver, et on va aller assez vite, parce qu'il faut aller assez vite. Du coup, alors nous, on est plutôt venu du côté du client de l'expert comptable, parce que les gens, moi, que j'ai rencontrés, du coup, il y a 4 ans et demi, là, c'est plutôt des dirigeants qui m'ont dit ça, justement, je ne veux pas remplacer mon expert comptable, je veux juste mieux bosser avec lui et avoir une vue 360. Là où je pense que historiquement, les éditeurs, ils font soit un outil comptable pour les cabinets, soit un outil de gestion. Mais tout l'enjeu, c'était de réunir les deux sur une seule et même plateforme. Après, il y a un enjeu c'est une montagne à reconstruire. Donc il faut, dès le début, se donner cette ambition. Il faut avoir le capital pour le faire. Et ça, le fait que ce soit notre deuxième boîte a aidé parce que les investisseurs, du coup, ont dit, ah, on vous fait confiance, on peut tout de suite vous donner des sous. Là où si c'était notre première boîte, je pense qu'on n'aurait pas pu. Il y a pas mal de planètes alignées dans ce sens-là. Et après, ouais, il y a l'enjeu de la gestion du changement, quoi. Et d'expliquer aussi aux experts comptables ce que eux avaient à y gagner. Et effectivement, parce que pour l'expert comptable, avant tout, c'est un changement énorme, quoi, au quotidien pour les équipes. C'est un peu une autre manière de travailler, etc. Mais on est encore loin d'avoir... on a encore du boulot. Hein, mais ça commence à bien prendre. Quoi. On a parlé de l'IA, là. Tu reprends une société de langue, au moment où tout le monde dit, d'abord, je parle, il traduit, ou je parle, il me corrige. Ouais, alors, cette question-là, je l'ai beaucoup entendue dans mon parcours de reprise, parce que en plus, il a fallu que j'aille convaincre des co-investisseurs. Moi, j'avais un apport, mais j'avais pas... il fallait que je complète. Et donc, ça a été la principale point d'attention au questionnement. Donc, j'ai développé un discours avec des bons arguments pour évacuer le sujet. La réalité, c'est que c'est vrai, ça fait un peu peur, en théorie, de se dire il y a des robots qui font ça, qui font une partie du job de mieux en mieux, pas encore parfaitement, mais de mieux en mieux, et ça va. Il ne faut pas se leurrer, en fait. Bientôt, ça va être pas loin de la perfection en termes de ping-pong conversationnel, etc. En revanche, je veux croire que en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui vraiment, avec lequel on arrive à se former en auto-apprentissage sans aucune intervention humaine. Et je doute qu'on arrive si facilement que ça. Je ne parle même pas de... Ce qui me fait vraiment pas peur, c'est par exemple de dire maintenant on peut mettre un téléphone sur la table et ça fait le job. Ça va bien si je vais en voyage au Japon pendant une semaine, je ne vais pas prendre le japonais. Pour vraiment résoudre des situations d'urgence ou quoi, vous demander son chemin dans la rue, ça peut servir. Mais nous, on enseigne, alors la société que j'ai reprise, elle enseigne une vingtaine de langues. En France, on enseigne principalement l'anglais, quand même, c'est les 3/4 de la demande de marché principale, c'est quand même l'anglais en France. Et ensuite, bon, les langues habituelles, espagnol, portugais, italien, allemand. Et ensuite, les autres langues qu'on appelle rares chez nous, c'est chinois, allemand. C'est pas si rare dans le monde, mais disons pour les besoins corporate en France, c'est assez faible. Mais pour l'anglais, en fait,
on va pas. Heureusement, la population française s'est améliorée en moyenne, on va dire, mais ça reste, on part d'assez bas. Donc, il y a encore des besoins. Donc, il y a un marché qui est là, et je te rejoins sur le sujet. Moi, dans mon job précédent, j'ai été sur un marché justement au Japon, où en fait, il fallait créer le besoin, et ça, c'est l'enfer absolu. Je pense qu'on est entrepreneur ou manager, de devoir lutter pour créer le besoin chez son client. Je veux dire, tout le monde n'est pas Steve Jobs. Donc, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir une demande déjà assise et de se dire, si je fais bien le job, il y a de la demande. Et donc, il n'y a plus qu'à servir. Et là, sur une boîte de formation en langue, le métier est assez tradit. Mais on utilise déjà beaucoup de techno pour des plateformes d'enseignement en ligne, etc. Donc on ne part pas de zéro, c'est pas si tradit que ça dans l'approche. La méthode elle-même, celle qu'on utilise, qui est du blended learning, etc. Et l'IA là-dedans, on le voit beaucoup plus comme un facilitateur d'un certain type dans les situations d'enseignement, pour faire des exercices, éventuellement avoir des relais entre deux cours, faire un petit peu Mais moi j'ai essayé, il y a des outils qui existent déjà, mais moi j'en avais ras-le-bol au bout de 5 minutes en testant moi-même la solution, de parler avec une machine, parce qu'en fait j'ai rien à lui dire. Et elle-même n'a rien à me dire spontanément. Alors peut-être que ça va venir aussi, ça peut devenir marrant d'ailleurs. C'est ludique, mais ça ne remplacera pas l'apprentissage, je pense, avec un vrai formateur humain, en tout cas pendant un bon paquet d'années encore. Après, l'IA pour automatiser des process de middle ou de back-office, ça oui, et ça on le fait déjà en partie. Et aussi pour produire des contenus, ça aussi, ça existe déjà, ChatGPT et autres. On commence déjà depuis quelques mois à produire des contenus de formation avec de l'IA. Mais donc, c'est des facilitateurs en fait aujourd'hui, mais je vois pas. Ça peut réduire une partie du marché, mais il y aura toujours un vrai besoin d'enseignement, je pense, humain, qui sera juste potentialisé par des ajouts de petits IA. Merci beaucoup. Ma question porte sur le benchmark. Comment est-ce que vous avez réalisé vos benchmarks concrètement? Est-ce que vous êtes passé par un cabinet? Est-ce que sur le web? À vous trois, la question. En ce qui me concerne, j'ai tout fait toute seule. Et je continue de tout faire toute seule, d'ailleurs, avec plein de gens autour de moi qui... J'écoute beaucoup tout le monde, mais j'ai fait seule. Donc, je me suis servi d'Internet, je me suis déplacée. J'ai vu un petit peu ce qui se passait en province aussi, puisque je suis sur le Made in France, donc je reste sur le secteur, sur la France. J'ai vu le type de boutique qui existait déjà, je n'avais rien inventé. J'ai essayé de voir ce que je pouvais apporter de plus, parce qu'on est quand même à Paris, capitale mondiale de la mode, donc je me semblait qu'il fallait que ce soit quelque chose d'un petit peu plus construit, simplement proposer du bleu blanc rouge, du cocorico. Donc j'ai essayé de voir j'ai vu un petit peu tout ce qui se passait sur les sites internet des différentes boutiques. Je me suis rendue dans les boutiques parisiennes. Je suis allée voir aussi d'autres types de boutiques qui n'avaient rien à voir avec ce que je propose moi, pour voir en termes de service client ce qui pouvait être proposé. Et puis je continue de visiter. Le benchmark, ça continue. Je veux dire, c'est pas simplement avant de créer, c'est sans arrêt. Il faut se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs. J'essaie de voir un petit peu ces histoires d'essayage virtuel en ligne aussi, pourquoi pas, voir l'IA aussi, effectivement, comment on peut s'en servir pour travailler le site internet, les réseaux sociaux. Mais bon, parler du benchmark, oui, c'est très important, effectivement, en permanence aller voir un petit peu ce qui se passe. Du coup, c'est vous qui faites votre site web? Oui. Voilà. C'est du fait maison. Alors après, avec plein de conseils. On parlait de Malte tout à l'heure. J'ai déjà des étudiants en Malte. Vous êtes sur Malte? Non, voilà. J'ai été sur Malte, c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, juste, je n'ai pas bien saisi, c'est quoi la valeur ajoutée que vous avez apportée du coup, sur ce marché de la capitale de mode? Ce que j'essaye d'apporter à mon humble niveau. Le fait que vous existez déjà, ça veut dire que vous apportez déjà. Alors déjà, j'essaie d'apporter mes compétences, on va dire, de vendeuse professionnelle et de véritable écoute du client. J'ai eu la sensation, parce que j'ai formé pas mal de gens à la carrière professionnelle, de sans arrêt apprendre aux vendeurs à dire un vrai bonjour et à écouter les gens. Et je pense que ça sera toujours ainsi, parce que les gens n'écoutent qu'eux-mêmes et ne parlent que de leur propre histoire et ne s'intéressent pas trop aux autres. Et
Et ça, moi, je pense avoir des capacités d'écoute assez importantes. Donc, j'essaie d'écouter les besoins de mes clients, de m'intéresser à eux. Et il y a vraiment un échange humain. Déjà, on est basé sur quelque chose d'assez... sur la sincérité beaucoup, sur la convivialité beaucoup aussi. J'accueille les gens comme si c'est ma propre maison. Quand j'essaie d'offrir le café, j'essaie d'être sympathique, j'essaie de rapporter vraiment quelque chose de chaleureux. Parce que dans beaucoup de boutiques, malheureusement, il n'y a pas d'échange, c'est juste un acte commercial. Donc là, j'essaie d'apporter un peu toute cette notion-là. Et puis, je vais apporter une recherche sur ce que je vais proposer aux clients. J'ai des nouveautés de produits presque toutes les semaines. Donc, il y a une sélection de produits qui évolue constamment. Donc, j'essaie d'inciter mes clients à venir régulièrement découvrir ce qui vient d'arriver en boutique. J'essaie de créer donc de l'événementiel. J'invite mes clients à venir participer à soit des ateliers do-it-yourself, soit avec des lancements de marques, ou travailler la mode aussi avec des influenceurs, enfin d'apporter quelque chose qui soit au-delà de la simple boutique, de simple acte de vente. Et je crois que malheureusement, c'est ce qui manque beaucoup à nos commerces qui sont restés bloqués dans le siècle dernier. Il faut effectivement aller chercher un petit peu tout ça. Ça, j'ai compris. Mais du coup, vous avez dû bien déterminer votre cible, en fait. Oui et non. J'avoue que moi, je tâtonne beaucoup. Ça ne peut pas se plaire à tout le monde. Non, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai la chance de parler 5 langues. Pas toutes très bien, je devrais prendre des cours. Et donc, je voulais me retrouver à un endroit où il y a beaucoup de touristes pour pouvoir échanger et essayer quelque part d'apporter tous ces savoir-faire français, toute cette satisfaction du beau et du bienfait vers l'étranger. Et donc là, je savais qu'il fallait être sur Saint-Germain-des-Prés parce que j'ai déjà eu l'opportunité d'être dans ce quartier et de savoir qu'il y a une forte clientèle touristique, surtout américaine. Donc ma clientèle cible, c'est cette clientèle-là. Après, il y a une clientèle française qui est de plus en plus... qui recherche de produits qui soient faits localement pour des raisons écologiques, et c'est ça qui m'intéresse. Quelque chose qui soit upcyclé, qui soit fabriqué à partir d'un produit existant, quelque chose qui soit recyclable aussi, pourquoi pas, ou vegan. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et donc, c'est cette clientèle-là qui est une clientèle aussi importante dans la boutique, je dirais à hauteur de 30%. Puis après, une clientèle de quartier classique, avec des gens qui voient une boutique et qui rentrent par plaisir. Mais voilà, c'est un peu mes 3 types de clients. Justement, c'est quoi votre adresse? Parce que je passe le voir, parce que j'habite là-bas. C'est bien vendu, alors ça va. Je suis rue de Seine, alors près du Sénat, au 99 rue de Seine, oui, à Odéon. Et donc le benchmark, comment tu as fait, toi? Alors oui, benchmark, c'est un vrai sujet. On est dedans, en fait. En fait, dans l'entreprise que j'ai reprise, le cédant, qui est donc mon associé, et les commerciaux, etc., pas une notion très très précise de ce qu'offraient les autres. Mais bon, donc on a fait un travail en commençant par les commerciaux principalement, pour savoir mieux comprendre les différenciations, les spécificités des approches. Et étonnamment, il y a vraiment des approches très très différentes entre les organismes de formation en langue. Et des modèles économiques aussi assez différents, alors une offre très locale ou très... il y a des boîtes qui sont complètement externalisées sur des indépendants à l'étranger, pour l'enseignement évidemment en ligne. Il y a des positionnements très différents sur le marché. Donc pour nous, l'état des lieux n'est pas terminé. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui n'a pas du tout été assez fait jusqu'ici, c'est d'interroger les clients. Donc ce que tu as fait au départ de ton projet, si j'ai bien compris, moi ça me paraît fondamental de reconnecter avec le client et de le faire parler, en fait, l'apprenant lui-même et le donneur d'ordre, en fait, on a une clientèle essentiellement B2B, et les donneurs d'ordre, et selon les tailles de boîte, etc., il y a des réponses très très différentes. Donc on est en plein dans le process de questionner, en fait, faire parler nos clients et nos apprenants. Je pense que ça, faire parler les clients, c'est des choses qui se fait tout au long enfin, c'est pas juste au moment où on crée l'entreprise. Non, bien sûr, ouais. Mais là, on le fait comme on a un déficit de compréhension. Enfin, moi, j'ai un déficit parce que je viens d'arriver et j'ai besoin de mieux comprendre où on se situe et pour refaire un peu la feuille de route, en fait. Parce qu'à un moment, c'est bien de se benchmarker, mais
ne peut pas passer son temps non plus à regarder dans le rétroviseur et sur les côtés ce que font les autres. Et à un moment, quand on a une vision claire, ensuite, il faut quand même dérouler et après, pas perdre de contact et avoir On a quand même des clients. Là, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une cliente qui est une vieille amie de l'entreprise. On a comme client la Banque de France, et là, il y a une personne qui est à la Banque de France depuis très longtemps, et qui est une amie, et donc elle témoigne en permanence dans les appels d'offres, etc. C'est elle qui écrit. Et donc, elle fait partie de notre panel, en fait, de gens à qui on dit, bon, c'est bien de nous faire des compliments, mais challengez-nous un peu, qu'est-ce que vous proposez? Elle ne bosse pas qu'avec nous, elle bosse avec d'autres aussi. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez chez les autres que vous ne trouvez pas chez nous? Qu'est-ce qu'on a, nous, que les autres n'ont pas? Enfin, comment on se distingue? C'est pas évident d'arriver à se situer dans un marché. Mais, il y avait une question, là? Oui, oui. En fait, j'ai deux questions concernant le financement de la reprise. Ouais. La première, c'est quel est le regard de ceux qui financent, des financeurs, sur le CV du repreneur, sur le type de profil? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit du secteur d'activité de la boîte que veut reprendre l'entrepreneur, enfin le repreneur? Et la deuxième question, on voit sur le net des conseillers en reprise qui veulent nous faire croire qu'on peut reprendre une boîte sans caution, sans apport, que c'est possible, voilà. Est-ce que c'est le miroir aux alouettes? Voilà, donc j'ai deux questions assez complémentaires en fait sur le financement le mode de financement de. Alors, il y a plusieurs strates, je pense, dans ma réponse en tout cas. La reprise classique d'une société en France, classique, quand je dis classique, c'est en LBO, ça veut dire déjà il faut que la société gagne de l'argent. Et cette partie-là, elle est quand même très normée, c'est-à-dire que les banques, et on apprend ça, il y a des formations plus ou moins rapides de 2-3 jours à 1 mois de formation à la reprise. Les banques, alors Luc est un spécialiste de ça, les banques, elles ont des critères. Il y en a, on va dire, 2 principaux. C'est que ce que génère, le principe de la reprise en LBO, c'est que les flux générés par la société qu'on rachète vont servir à rembourser l'emprunt. Et la banque, elle dit oui, mais pas plus de 70% des flux générés vont servir à rembourser l'emprunt. Donc déjà, on dit, OK, je prends 70% de la capacité d'autofinancement de la boîte sur une année, ça va servir à payer le capital et les intérêts pendant 7 ans. Donc, je prends 70% x 7, hein, voilà, et ça va me faire arriver à la somme que la banque va être en mesure d'accord pour me prêter. Et deuxièmement, elle dit, oui, mais si je prête 1, ou si je prête, on va dire, 50, je veux que vous mettiez 50. Donc il faut un apport de taille équivalente. En fait, cette proportion, elle va de 50-50 à, dans le meilleur des cas, 90-10, mais c'est devenu rare, on va dire. Moi j'ai, avec un beau dossier, etc., je n'ai pas brillé sur ce critère-là. Je pense que je suis à 65-35, peut-être, quelque chose comme ça. 65 d'apport? Ouais, un tiers, 2 tiers. Est-ce qu'on peut financer les apports par des investisseurs externes? Deuxième strate de ma réponse. Moi, il se trouve dans mon cas, mais ce n'est pas si courant que ça. Je suis allé compléter mon apport en fonds propres. Donc là, ce dont on parle, c'est d'être fonds propres. D'accord? Un tiers, 2 tiers, de moitié-moitié à, on va dire, allez, 1/4, 3/4, dans le meilleur des cas, je pense. Et sur la partie fonds propres, donc moi, je n'avais pas assez dans mon montage avec mon propre apport. Et donc, j'ai sollicité mon réseau. J'ai fait une levée de fonds, de cofinancement. Et ça, il y a 50 façons de le faire, mais d'abord, il faut connaître des gens qui ont un peu d'argent. Ou alors, il y a des trucs de crowdfunding ou autre sur des idées. Bon, moi j'ai sollicité mon réseau. Et comme mon process a pris un certain temps, mon réseau, il a augmenté avec le temps. Et puis, comme j'essaie de rencontrer un maximum de gens, et à chaque fois, presque, je posais la question, si jamais je trouve, est-ce que ça peut t'intéresser de mettre un ticket? Donc, les gens me disaient, ouais, non, c'est pas mon truc, ou alors, ouais, dis-moi quand tu auras un truc, ça peut m'intéresser.
Et puis, bon, je connais les gens que je fréquente, et donc je sais à peu près s'ils ont un peu de moyens ou pas, mais on se trompe souvent sur ce truc-là. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai eu besoin de compléter mes fonds propres, alors je notais dans mon calepin, enfin dans mon téléphone, à chaque entrée de mon répertoire, je notais Love Money. Et quand j'ai eu besoin d'argent, j'ai tapé Love Money. Et comme ça m'a pris un certain temps, j'avais plus de 200 personnes. D'accord, qui à un moment ou à un autre m'avaient dit, ça peut m'intéresser de mettre un ticket. Et j'ai fait donc, quand j'ai eu besoin, j'ai fait un mailing. J'ai préparé un joli petit document et un mail. Ça doit être stressant quand on envoie sur envoyer. J'ai fait mon petit Excel, 140 personnes. Les retours, c'est là. J'ai envoyé à 140 personnes et j'avais besoin de lever 900 000 euros. En capital ou en obligé? Alors, ça c'est encore un autre sujet. J'ai envoyé, et je vous la fais courte, 140 personnes, j'ai convaincu 23 personnes de mettre un ticket, entre 10 000 et 100 000. Et j'ai levé 930 000 euros en 3 semaines. Avec l'aide de Luc. Ce qu'il faut voir, hein, c'est que ça aussi, ça prend du temps. Donc le temps du repreneur, il faut convaincre les banquiers, il ne faut pas laisser partir le cédant parce que dès que vous le lâchez, il peut partir autre chose. Alors là, il y a eu un fit tout de suite, donc ça lui a, le fait qu'il y ait un fit, ça t'a permis de te concentrer là-dessus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, sont garanties du coup, parce que sinon le banquier lui, il prend toutes les garanties. Il ne va pas accepter que des investisseurs extérieurs prennent des garanties. Les investisseurs extérieurs, c'était pour... Je les ai tous mis dans une société avec moi. Voilà. Et c'est moi qui ai parlé avec les banques. Mais avec l'aide de lui. Le banquier était au courant qu'il y avait des investisseurs Ouais, ils étaient au courant. Ça posait pas de problème. Et non, ça posait pas de problème. Simplement, oui, il y a un moment, il faut dire un truc qu'on n'a pas vraiment. Et bon, heureusement, ça s'est fait assez vite. Mais je dis 3 semaines, à partir du moment où j'ai envoyé mon mail et que j'ai eu des confirmations vraiment d'investissement. La réalité, c'est qu'effectivement, ça a pris quelques semaines, quelques mois pour vraiment idéaliser, formater le truc. Parce que pour être bon ensuite dans l'exécution, je ne pouvais pas me permettre d'avoir 23 négociations. Donc j'ai formaté un truc, c'était la même règle pour tout le monde. Il y avait 2 personnes de la boîte elle-même que je rachetais, à qui j'ai proposé d'investir. Et puis le reste, c'était mon réseau, on dit friend and family, friend, family and fools. Voilà, des gens que je connaissais, qui me connaissaient et qui me faisaient confiance. Voilà, et qui ont mis donc, en moyenne un ticket de 40 000 euros quand même. Et donc, une autre question que tu posais, c'était est-ce que c'est tout en equity? Alors chacun peut le faire comme il veut. Hein. Moi, de préférence, j'ai essayé de pas trop me diluer. Alors, parce que j'avais mon apport à moi, j'avais 700 000 euros d'apport. Et donc, j'avais besoin de lever 900 000 parce que j'avais besoin d'1,6 million. Si je donnais de l'equity, 100% d'equity à tout le monde, j'étais minoritaire. Alors, j'étais peut-être le plus gros actionnaire de mon pool, mais je perdais le contrôle. Et donc, j'ai proposé une formule où, en fait, sur chaque investissement, sur son investissement, il y a un mix d'equity et de prêt. Et donc, ça m'a permis de lever plus que ce que j'apportais moi-même, mais en gardant le contrôle. Et le banquier a accepté que tu t'endettes davantage, du coup. Alors moi, je me suis pas financé le rachat, il voit qu'il y a une dette qui se rajoute. Oui, mais c'est pas sur la même société. Donc, j'ai monté le banquier, on lui raconte que ce qu'on a envie de lui raconter. Il pose pas beaucoup de questions, les banquiers. Et il pose bizarrement pas beaucoup de questions, Ouais. d'accord. Et il comprend pas le montage. Et il comprend pas tout. Ils ne sont pas rentrés vraiment dans le détail. Je leur ai dit, voilà, j'ai une société, en fait, j'avais besoin de 2 millions de capital pour lever 2,5 millions de dettes. Et mon cédant, le gars à qui j'ai racheté, il a réinvesti puisqu'il est resté. Et donc, voilà, lui, il a investi 400 000 pour avoir 20% de la boîte. Et moi, j'ai investi 1,6 million. Et alors effectivement, pendant le process, j'avais en particulier son avocat à lui qui me disait, mais est-ce que vous pouvez, quand est-ce que ça, vous nous montrez le pognon quoi.
T'inquiète, ça arrive. Alors le gars. Il est pas encore là, mais ça arrive. Non, mais bon, oui, effectivement, il y a un moment où on jongle un peu, parce que heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais mon associé, lui, il avait zéro doute, mais c'est un gars qui est gentil et voilà, il avait confiance en moi, gentiment. Bon, il a eu raison, mais j'aurais pu lui raconter des salades. Mais son avocat, qui était un peu pénible, lui, il voulait voir le truc. Bon. Et à la fin, moi, il l'a vu. Et les banques, elles ont dit, bon ben voilà, vous apportez un million aussi. Si le jour du closing, il n'y avait pas eu, ben, ça aurait été très, Oui, c'est très ça. gênant. Elles, ce qu'elles attendent, c'est un virement. Le virement arrive, c'est bon. Le virement n'arrive pas, Ouais. il manque 50 Et 000 balles. le pire, c'est que le jour du closing, je ne les avais pas. Parce qu'il y a eu un couac, voilà. Parce que voilà, il y a eu une petite complication technique, mais je savais que j'allais les avoir, mais techniquement, le jour même, je ne les avais pas. Et incroyablement, le gars de la banque. Et la dette, c'est sur combien d'années du coup, pour les Bah, investisseurs bah, Sur sept alors, ans la dette, en fait, je m'engage à rembourser la partie dette sur 7 ans. Donc là, il y a un engagement, c'est un prêt in fine. Pour les investisseurs Pour mes investisseurs, mes D'accord. co-investisseurs. Sur 7 ans comme le banquier. Non, Et c'est leur pas au bout de partie. 7 ans. Alors, c'est une dette subordonnée, justement, au remboursement de la dette. Donc, c'est 7 ans et 1 mois. Donc, j'ai 7 ans pour rembourser les banquiers, d'un côté. Et je m'engage auprès des autres à les rembourser au bout de 7 ans sur la majorité de leur investissement. Et la partie qui est leur partie equity, donc ce qu'ils ont en action, là, je leur dis, vous serez traités comme moi. C'est-à-dire que soit je vous rachète à un moment, soit l'un des autres actionnaires rachète, soit on se fait tous racheter. Et là, j'ai ce qu'on appelle un drag along. Je peux tous les obliger à revendre avec moi. Et là, il n'y a pas d'échéance. C'est le jour où ça arrive. Mais voilà. Donc, mais bon, sur les 140, c'était que des gens, et donc les 23 qui ont signé, c'est que des gens que je connaissais et qui me connaissaient suffisamment pour me faire confiance. Et donc, ils se sont dit, OK, bon, bah, alors il y en a plein qui ont refusé. Hein. Il y a des gens qui ont dit, non, moi c'est 100% en equity, ou alors est-ce que ça peut être 80-20, est-ce que ça peut être 50-50? J'ai dit, non, c'est la même chose pour tout le monde. Voilà la formule. Ça oblige, quand on veut normer le truc, à être hyper clean aussi, c'est-à-dire que le pacte d'actionnaire, le truc, moi j'ai mis des clauses en ma défaveur, simplement pour être clean avec eux. C'est que des gens qui me font confiance. Dans le pacte d'actionnaire, par exemple, j'ai dit d'emblée, il y a une personne qui me l'a demandé dans le truc, mais je l'ai mis pour tout le monde. Si je m'augmente plus que l'inflation, si ma rémunération augmente plus que l'inflation, je dois avoir un vote de 85% de mes co-investisseurs. Qui, c'est assez marrant, en fait, personne ne sait combien je me paye, pour commencer. Mais j'ai pris l'engagement de ne pas m'augmenter démesurément, et sachant que je leur demande rien si évidemment je ne me paye pas. Mais ça, c'est implicite pour moi. Parce qu'ils savent que comme je suis mouillé personnellement, bah, de toute façon... Et pourtant, dans le PP, tu mets ton... Ce que je vous propose, c'est de continuer autour d'un petit verre et puis de ne pas oublier de répondre au questionnaire la rémunération de satisfaction. On peut avoir quand même la réponse sur le profil de CV, vite fait. Excusez-moi. Profil de CV. Pour le banquier. Pour le banquier, en termes de... On peut y aller. Bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Les banquiers, oui, bien sûr qu'ils sont sensibles. Et la crédibilité du repreneur est un sujet important. Moi, dans mon cas, ce qui m'a aidé, c'est que le gars à qui j'ai racheté est resté. Et donc, là, ils ont vraiment vu la complémentarité. Mais j'ai quand même eu des banques qui ont refusé, qui ont dit non, mais vous n'êtes pas de la partie, parce que moi, je n'étais pas du secteur. Voilà, ça je veux savoir. Et oui, j'ai une banque et j'ai dit, vous avez compris que le gars à qui je rachète reste. Et pour plusieurs années, enfin, ça devrait vous rassurer. Ah oui, mais non, mais... Bon. Mais les banques qui ont suivi, y compris le BPI d'ailleurs, ils ont dit, oh, on a bien compris, vous êtes bien complémentaires, et ils ont apprécié au contraire. Mais moi, j'ai cherché sur 2 verticales, en formation et en logiciel. Et j'ai eu les plus grandes difficultés à être convaincant sur le logiciel parce que je n'étais pas de la partie et que en plus, il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'éditeurs de logiciels eux-mêmes qui achètent. Donc, comme individuel, repreneur individuel, seul devant des corporates et des fonds, en termes de crédibilité, c'était vraiment pas facile. Donc, j'ai pas réussi à aboutir sur le logiciel et finalement, dans la formation, ça passait mieux, mais j'ai jamais été prof. Alors, j'ai beau être fils de prof, j'ai jamais été enseignant moi-même. Mais bon, on va dire que c'est peut-être moins
enfin, je pense que toi, par exemple, avec l'expérience que tu as, Ça les a bon, rassurés. bah, là, bien sûr, pour le type de création que tu as fait, Ouais. c'est très rassurant. Je pense que la légitimité dans le métier est quand même un facteur important. En fait, ça aide quand c'est un métier standard. C'est ça. C'est-à-dire des écoles de langue, il n'y en a pas tant que ça, donc il n'y a pas forcément des profs. Un prof, c'est pas forcément un manager, donc c'est plus facile. Tu reprends une boîte du BTP et puis tu viens de la fripe, ils vont dire là, mon gars. Moi, une fois, je suis intervenu dans un cabinet de haut placement pour tuer tous ceux qui avaient le rêve d'entrepreneuriat et qui ne le feraient jamais, donc pour qu'ils commencent vraiment à chercher du boulot. Et je fais le tour, il y avait 15 personnes, il y en avait 13 qui voulaient prendre une boîte dans le BTP. Je dis, c'est impressionnant quand même. Je lui dis, mais qui est-ce qui a une expérience dans le BTP? Aucun. Ah non. Et il disait, non, mais on a fait des travaux chez nous, on sait comment ça se passe. Bon, vous voyez, ça, quand vous dites ça à votre banquier, c'est mort, quoi. Puis il y a des dizaines de gens qui ont une expérience du BTP qui veulent reprendre des boîtes du BTP. Donc quand vous êtes dans des métiers où il y a moins de monde, quelque part, on sait d'office qu'on ne va pas avoir quelque chose. Donc il a eu de la chance parce que finalement, prof, ça paraît pas entrepreneur. Oui, et puis accessoirement, je parle quelques langues aussi, donc je n'étais pas complètement. J'ai vécu beaucoup. Il fallait un profil international. Là, dans ma boîte, il y a plus de 30 nationalités différentes. Donc je cochais quelques cases, mais je n'étais pas du métier. Mais heureusement, l'homme du métier était là et il restait. Bon. Mais c'est vrai que la légitimité, c'est un vrai gros sujet, je pense. Tu as fait quelle formation à la base? J'ai fait Sciences Po et INSEAD. Quelle année? Lequel? MBA ou? Non, j'ai pas fait MBA, j'ai fait un AMP 2011. Donc répondez aux questions, là, flashez, et puis venez prendre un petit... Et n'hésitez pas, je crois que dans le questionnaire, vous pouvez mentionner des conférences, des thèmes de conférences qui vous intéresseraient, donc n'hésitez pas, évidemment sur l'entrepreneuriat. Merci et merci aux personnes qui étaient Merci aux personnes qui étaient à distance et désolé de ne pas pouvoir partager un verre avec vous, mais le cœur y est. Il n'y a pas eu de questions. À distance, en général, les gens ne peuvent pas trop. Ouais. Ça dépend de leur niveau d'investissement. Ils ne sont pas à la zéro de leur côté. Alors,